Bien, bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve dans un contexte que vous savez sans dessus-dessous depuis le choix de dissoudre qui a été fait par le président le dimanche 9 juin. Et puis après, la gauche qui s'est rassemblée, qui en 4 jours s'est constituée en nouveau Front populaire et qui a réussi à pondre ou a réussi à créer ce projet, ce contrat de législature qui ne vient pas de nulle part, Il vient du travail incessant de tous les groupes parlementaires de gauche. Il y a déjà un patrimoine commun sur lesquels nous nous sommes mis d'accord. Et donc moi, l'idée aujourd'hui, c'est quoi? C'est de faire non pas le détail ligne à ligne de ce projet, mais de vous donner les lignes de force. Les 4-5 grandes priorités qui pour moi sont essentielles et qui vont changer la face de ce pays si nous arrivons aux affaires et aux responsabilités dans quelques jours. Donc je vais vous parler de plusieurs choses. Je vais vous parler de l'urgence sociale. Comment on éteint le feu social dans notre pays, avec quelles dispositions on le fait. Deuxième sujet, je vais vous parler des 2 grands services publics sur lesquels nous avons construit cette nation et qui, parce qu'ils vacillent, font vaciller la nation. Je parle évidemment de l'hôpital, de notre système de soins, l'idée que chaque Français, chaque personne sur le territoire national sera soignée. Et puis évidemment l'école de la République, là où on fabrique des Français, là où on fabrique aussi des citoyens tous les jours. Et puis ensuite, je vais revenir sur l'appareil productif. On a souvent parlé ici d'industrie, on va reparler d'industrie et on va aussi parler de l'habitat. Comment on construit des logements dans ce pays quand 25% des Français ont froid en hiver dans leur logement, quand il manque tant et tant de logements partout sur le territoire national. Et puis je finirai sur une question plus institutionnelle. Cette 5e République qui est à épuisement, qui est à bout de souffle et pour laquelle on propose une 6e République. Voilà un petit peu les grandes priorités de ce matin. C'est notre 10e bulletin économique et politique. Tout de suite, générique. Monsieur le ministre, chers collègues. Cette COP28, elle est placée sous le signe du bilan. Et vous voyez bien que les inégalités, elles progressent dans ce pays. C'est bien qu'on un autre sujet. Non, c'est pas un autre. Non, c'est pas un autre sujet. Pouvez-vous tout simplement nous dire que c'était un accident et non un précédent? Premier sujet, le plus important pour la vie quotidienne, pour la vie de tous les jours, la manière dont on va régler la question du pouvoir d'achat. Ce qu'on dit, nous, c'est qu'on va mettre en place une rupture tranquille, mais une rupture. Quelle a été la logique macroniste pendant des années? Vous la connaissez très bien. C'est ce qu'ils ont appelé le ruissellement. C'est l'idée un peu simple et un peu incompréhensible que si les riches vont bien, tout le monde va mieux. On voit pas très bien par quel mécanisme cela se passe. Donc nous, on prend la mécanique inverse. On part de la consommation populaire. On part de la relance de la consommation populaire en se disant que pour que les gens aillent bien au bas de l'échelle des salaires, au bas de l'échelle des revenus, il fallait juste augmenter leurs revenus et pas espérer que par ruissellement il se passe quelque chose parce qu'on a vu pendant 5 ans que c'était plus du goutte à goutte que du ruissellement. Alors pour le dire simplement, on augmente le SMIC à 1 600 €. On peut l'absorber d'un point de vue économique. Pourquoi? Parce que pendant 5 ans, les marges des entreprises, vous connaissez la politique fiscale d'Emmanuel Macron sur les entreprises, les marges des entreprises ont augmenté dans notre pays. Donc, il y a des marges de manœuvre pour pouvoir augmenter les salaires. Et on le fait en conséquent, on le fait de manière conséquente. C'est-à-dire que pour les TPE, pour les PME qui auraient une difficulté à absorber cette hausse du SMIC, l'objectif, c'est pas de détruire de l'emploi dans notre pays. Donc pour celle-là, on aura une politique ciblée de crédit d'impôt, donc que les petites entreprises, les moyennes entreprises se rassurent. L'idée, c'est pas de les mettre elles en difficulté, c'est plutôt d'aller là où il y a des capacités très fortes pour augmenter les salaires et où aujourd'hui, on préfère, pour le dire simplement, augmenter les dividendes. Et puis on n'oublie pas les fonctionnaires. Les fonctionnaires avec une hausse de 10% du point d'indice. Pendant 5 ans, ils ont perdu 10% de pouvoir d'achat. Alors la logique, elle est simple. C'est tout simplement les restaurer dans leurs droits, dans ce qui est évidemment ce à quoi ils peuvent aspirer en étant fonctionnaires. Et puis derrière la logique du pouvoir d'achat, il y a la logique du pouvoir de vivre. Et donc là, il y a 2 abrogations qui sont essentielles. L'abrogation de la réforme des retraites. Les gens vont pouvoir repartir 2 ans plus tôt à 62 ans à la retraite. C'est quand même des années gagnées sur la vie, des années gagnées sur cet impôt sur la vie qui avait été mis en place par les macronistes. Et puis l'abrogation de la très injuste réforme de l'assurance chômage, où l'idée, disons-le simplement, c'était de faire des petites économies sur les petites gens qui sont au chômage, en faisant en sorte qu'il y ait moins de mois d'indemnisation, en faisant en sorte que l'indemnisation soit plus basse. Bref, on utilisait tout un système de supplice pour s'assurer que on gagne des milliards sur le dos des chômeurs de notre pays. Ça, c'est inacceptable. On s'attaque pas aux gens les plus en difficulté quand en haut, il y a tant de gens qui vont bien et même parfois de manière indécemment bien. Donc, on a travaillé sur ce sujet-là pour le pouvoir d'achat. Et puis, on finit sur la question des APL. Ça, c'est les mesures d'urgence
augmentation de 10% des APL. Je vous rappelle que le quinquennat d'Emmanuel Macron s'était ouvert sur une baisse de 5% des APL. On finit par là où l'injustice a commencé pour éteindre le feu social, pour augmenter le pouvoir d'achat. Rendons-nous bien compte de ce qu'on dit sur le pouvoir d'achat. Ce sont des mesures immédiates qui vont avoir des effets directs. Tout de suite, 200 € de plus dans la poche des gens qui sont payés au SMIC. Je regardais ce que disait Jordan Bardella sur ces mesures d'urgence. Lui, il disait ma première mesure, ce sera de supprimer le droit du sol. Supprimer le droit du sol. Qu'est-ce qui change pour les classes populaires, pour les classes moyennes, le lendemain matin après l'élection, quand Jordan Bardella a supprimé le droit du sol? Il a fait un truc affreux pour l'histoire de la République, mais pour la vie quotidienne, qu'est-ce qui a changé? Rien. Il s'est rien passé dans la vie des classes populaires et moyennes. Nous, on parle de changements concrets qui impactent la manière dont on vit, la manière dont on fait plaisir à ses enfants, la manière dont on peut partir en week-end, en vacances, que sais-je, la manière dont les gens peuvent habiter et vivre bien dans ce pays. Donc c'est pour ça que c'est si important. Mais je continue. Deuxième sujet, la question des grands services publics nationaux. Et moi, je commence par la question de la santé et la question de l'hôpital. En 45, on s'est fait une promesse dans ce pays, c'est qu'on ne se laisserait pas tomber lorsque les gens sont malades, lorsque les gens sont en difficulté, et que on allait se soigner les uns les autres, et que c'était le cœur de notre pacte social. Ce pacte social, vous le savez bien, il s'effrite chaque année un peu plus. Là, on arrive, on rentre dans l'été. Je sais pas si vous vous souvenez l'année dernière, ce qui s'est passé pendant l'été. Partout, des manques de personnel. Partout, des urgences saturées. Parfois, des urgences dans certaines zones qui ferment. Dans les zones les plus touristiques du pays, on a même eu des difficultés à assurer la continuité des soins. CHU de Bordeaux, 25% de personnel manquant l'été dernier. Voilà la situation de l'hôpital public. Et donc nous, on propose de régler d'abord cette urgence à l'hôpital avec une grande conférence sur l'hôpital dès l'été. Ça marque bien le caractère prioritaire, mais surtout des mesures financières pour respirer. 10 milliards pour le fonctionnement. Le fonctionnement, c'est donc pour pouvoir embaucher, pour les salaires, etc. 10 milliards sur le fonctionnement. Et puis vous avez ensuite 2 milliards par an pendant 5 ans pour refaire un hôpital à l'image de ce qu'on voudrait qu'il soit pour notre pays. Chacun a déjà mis un pied dans des urgences, chacun a mis un pied dans un hôpital. La situation concrète de l'hôpital, je parle même des murs, de la manière dont les hôpitaux sont, l'état de l'hôpital public, il est évidemment catastrophique. Donc 2 milliards par an pendant 5 ans sur l'investissement, sur à la fois l'équipement et sur à la fois tout ce qui concerne l'hôpital public. Et puis, l'hôpital public, c'est évidemment le bateau amiral de la santé en France, mais derrière, il y a la médecine en ville. Et là, on propose une mesure sur laquelle on se bat depuis des années au Parlement, qui est portée par un socialiste qui s'appelle Guillaume Garot, dans un cercle transpartisan, c'est la régulation de l'installation des médecins. Dans un contexte où le nombre de médecins de moins de 70 ans ne fait que baisser, il faut réguler l'installation des médecins. Je donne des chiffres pour quand même qu'on comprenne de quoi on parle. Vous avez aujourd'hui dans ce pays, d'un département à l'autre, un ratio de 1 à 3 sur le nombre de généralistes. Vous avez un ratio de 1 à 33 sur le nombre de pédiatres. Vous avez un département comme la Creuse dans lequel il n'y a pas un seul dermato. Vous m'entendez? Pas un seul dermato. Donc voilà quelle est la situation aujourd'hui de la médecine en ville. Si on ne fait rien pour la régulation, eh ben on laisse des pans entiers de la France sur le carreau, alors que en France, partout, on paye les mêmes cotisations sociales et donc il faut qu'on ait le droit au même système de soins. Et puis j'ajoute que cette médecine de ville, elle est essentielle dans un contexte où il y a 10 millions de Français qui vivent à plus de 30 minutes d'un service d'urgence. Donc si vous n'avez pas une bonne médecine de ville autour de chez vous, là vous avez vraiment des risques très importants sur la santé et le bien-être des personnes. Donc voilà, on va remettre l'hôpital d'aplomb, c'est notre deuxième priorité. Troisième priorité, je l'ai dit, la question de l'école. Et vous savez, nous sommes des vieux républicains, nous les socialistes, et nous avons chevillé au corps de longue date la question de l'émancipation par le savoir, par l'intelligence, par l'éveil, par tout ce que ça peut apporter. Et quand je vois que le Front National a en bandoulière la seule question de la préférence nationale, nous avons dans notre patrimoine l'éducation nationale, l'école de la République. Et donc nous avons ce riche legs des Lumières qui nous dit quoi? Qui nous dit que depuis Condorcet, l'humanité s'élève par la raison, que la société s'élève par le savoir, que l'homme s'élève par la liberté qu'il apprend à l'école et par l'exercice de sa liberté de conscience, de son intelligence, de toutes ses facultés. Donc on est dans cette tradition-là. Et aujourd'hui, on voit que l'école de la République, elle est en difficulté, elle est affaissée. Et donc l'idée, c'est de lui redonner une centralité. Et dès la rentrée prochaine, l'objectif du nouveau Front populaire, c'est de dire qu'il y ait une école qui soit véritablement gratuite, laïque et obligatoire. Gratuite et surtout sur la gratuité qu'il faut insister. Aujourd'hui, vous avez tout un tas de choses. La cantine scolaire, vous avez le périscolaire,
vous avez la question des transports qui échappent à la gratuité, qui sont des services proposés par les collectivités locales, mais pour lesquelles ce sont les familles qui complètent le financement. Ce qu'on propose, c'est que l'éducation nationale soit vraiment complètement nationale. Remettre l'école en majesté. Faire en sorte que chaque enfant, il se pose pas des questions sur la manière dont il va manger. Que chaque parent, il se pose pas des questions sur comment il va faire pour récupérer ses gamins le soir, s'il y a besoin de les mettre au périscolaire, de les mettre dans de l'accompagnement sur les devoirs, etc. L'idée, c'est que tous les enfants, quand ils rentrent à l'école de la République, et même quand ils y vont avec la question des transports, ils soient placés dans une situation d'égalité absolue, pour les mettre en situation d'égalité devant le savoir et devant leur avenir. Et donc, il y a cette mesure forte, cette mesure puissante qui est à destination des familles, qui est aussi à destination du recentrement de l'école dans notre patrimoine commun. Donc ça, c'est notre troisième priorité. Quatrième sujet, la question de la reconstruction de notre appareil productif d'un côté et de l'habitat de l'autre. Sur l'appareil productif, on a déjà beaucoup disserté ici sur les questions industrielles. Ce qu'on peut dire, si on fait le bilan d'Emmanuel Macron, c'est que lui, il est dans une pure logique d'attractivité. Il dit aux investisseurs étrangers, choose France, et ça tient lieu quelque part de politique industrielle. Peu importe que ce soit dans tel ou tel secteur, peu importe d'ailleurs que dans Choose France, on voit qu'il y a très peu d'emplois créés par implantation, peu importe d'ailleurs que ce soit seulement des petites extensions de sites industriels, il y a cette logique juste d'avoir une politique d'attractivité. Nous, on dit les choses dans l'autre sens. On choisit des filières stratégiques. On choisit des filières stratégiques et on les accompagne. On rebâtit une relation avec nos industriels. Aujourd'hui, les firmes multinationales françaises, elles ont une faculté à s'exporter très largement. Elles ont beaucoup d'emplois à l'étranger. On recrée des clauses de territorialité. C'est-à-dire que sur le sol français, il faut aussi réaliser de la production. Ça peut pas être à la carte et une forme de maximisation absolue. Il faut que l'État, par les dispositifs d'incitation qu'il met en place, par les subventions qu'il met en place, il crée ce contexte favorable au déploiement de l'industrie sur notre territoire. Voilà ce qu'il faut faire, choisir des secteurs, y investir et que l'État et les industriels rebâtissent une relation différente que la simple logique du guichet telle qu'elle peut exister aujourd'hui. Et ça, c'est pas fabriquer quelque chose. J'entends certains qui parlent d'économie dirigiste, etc. Mais que font les Américains avec l'Inflation Reduction Act lorsqu'ils disent qu'il faut aller dans tel ou tel secteur? Je ne parle même pas du capitalisme chinois, qui est une sorte de fusion entre les intérêts de l'État et ceux de l'économie, qui n'est pas un système que nous souhaitons, évidemment, mais qui, là, va dans une logique totalement absolutiste au bout du dirigisme. Nous disons, incitons le secteur privé, montrons-lui le chemin des investissements qu'il faut faire, montrons-lui aussi quels investissements nous jugeons inutiles parce que ce sont des bombes climatiques ou des choses qui sont problématiques d'un point de vue social. Et c'est ça la relation qu'il nous faut rebâtir, c'est ça le pacte productif qu'il nous faut réinventer avec les industriels dans notre pays. Et c'est ça que nous proposons avec ce gouvernement de Front Populaire qui va bientôt arriver aux affaires. Et puis, il y a un sujet de construction. On voit tous la montée des taux, on voit tous les permis de construire qui sortent plus, on a besoin de logement social pour notre pays, il y a des demandes en attente partout, sur tous les territoires, il y a des passoires thermiques partout, il y a 25% des Français qui nous disent qu'ils ont froid en hiver. Et donc vous avez, dans ce projet du nouveau Front Populaire, vous avez une montée en puissance du logement social de 125 000 dès 2025 à 700 000 en bout de législature en 2029. Donc l'objectif, c'est de loger les Français, voilà. Parce qu'il y a d'abord des besoins essentiels. Se loger, aller à l'école, se faire soigner. Ça, c'est ce qui concentre évidemment l'attention des gens et c'est ce qui doit concentrer les forces de l'économie avant d'aller vers des secteurs improductifs ou beaucoup moins productifs. Donc c'est ça sur lequel on va s'appuyer, c'est ce sur quoi on va tabler avec le nouveau Front Populaire. Et puis dernier point, peut-être sur cette 5e République dans laquelle nous vivons. Emmanuel Macron a nié pendant tout ce quinquennat le caractère parlementaire, la dimension parlementaire de cette 5e République. Il a abusé de tout ce qui pouvait être des outils de passage en force. Il a abusé des 49.3. Il a abusé des ordonnances. Il a abusé de tout cela. Il a ensuite, je vous rappelle, cette République, elle a été modifiée à plus de 20 reprises d'un point de vue constitutionnel. Mais on voit bien tous qu'on est à l'épuisement d'un système. On voit bien tous qu'on a besoin que la tête de l'exécutif soit responsable devant le Parlement. On voit bien tous qu'on a besoin d'une assemblée qui représente mieux la société française avec des systèmes de proportionnel. On voit bien qu'on a besoin d'un surgissement organisé un petit peu différent du peuple dans le débat public, et ça peut être par le mécanisme des référendums d'initiative citoyenne qui est dans le programme du Front Populaire. Donc vous voyez bien, on a besoin de réinventer notre parlementarisme et on a aussi besoin de réinventer les mécanismes d'intervention directe de la société
dans la vie politique. Et tout ça, c'est dans le programme du nouveau Front populaire. Donc voilà, les amis, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà les mesures que je voulais mettre en avant. Je voulais vous montrer comment demain ne ressemblera pas à aujourd'hui si le nouveau Front populaire arrive aux responsabilités. Et je vous invite le 30 juin à aller voter pour les candidats du nouveau Front populaire. Et je vous invite à lire ce projet, à aller voir les mesures, parce que évidemment, j'ai pas pu tout détailler aujourd'hui, à aller regarder chapitre par chapitre tout ce qu'il y a comme beaux projets qui peuvent changer le visage de la France et de la société française pour aujourd'hui et aussi pour longtemps, comme en 36. Et je sais que je le dis avec Léon Blum derrière moi, comme en 36, on peut organiser une bifurcation qui change le visage de pays dans le bon sens, qui en fait quelque chose de beau et qui permet aussi de résister à la pression que le Rassemblement national met aujourd'hui sur nous. Voilà ce que je voulais vous dire. Bonne journée, bonne campagne et tous aux urnes le 30 juin et le 7 juillet.